Ouverture ce mercredi à Johannesburg de la conférence sur la paix et la sécurité. Le gouvernement congolais a décliné l'offre de l'ancien président sud-africain, mais certains opposants dont Kaboundé et les cadres du parti de Matata Ponyo n'ont pas pu voyager faute de visa. La gratuité de l'enseignement de base instaurée par le gouvernement il y a quelques années commence à être monnayée par le rebelle dans les territoires occupés dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, affirmation faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Le président chinois Xi Jinping s'exprimant avant un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale mercredi a déclaré que l'humanité doit désormais choisir entre la paix et la guerre, entre le dialogue et la confrontation. Ravi de vous retrouver, Madame, Messieurs, pour vous informer. Ouverture ce mercredi à Johannesburg de la conférence sur la paix et la sécurité. La fondation de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki avait invité l'ensemble des partis intéressés dans la crise politique congolaise à dialoguer lors de ces assises du 3 au 6 septembre. Le gouvernement congolais a catégoriquement refusé d'y répondre, annoncé pour y participer certains opposants, dont Jean-Marc Kaboundé et les cadres du LGD de Matata Ponyo n'ont pas pu réussir à faire le déplacement vers l'Afrique du Sud, faute de visa. Comme vous le savez, le regroupement politique LGD et Alliés a réceptionné l'invitation adressée par la fondation Thabo Mbeki à son président national en vue de sa participation à la réunion projetée sur la thématique de la paix et sécurité en Afrique, avec focus sur la RDC, du 3 au 6 septembre à Pretoria. Conformément au protocole de cette conférence, le regroupement s'est empressé de désigner ses hauts cadres devant faire partie de la délégation, devant accompagner le président national, qui est en exil à cette réunion importante. Ben, alors, malheureusement, une dizaine de jours après, notre attente a été sans résultat parce que les noms des délégués qui ont été communiqués à la Fondation ont été d'abord fichés sur la liste des membres devant participer à cette réunion en vue de leur faciliter l'obtention de toute la paperasse qui est nécessaire au déplacement des délégués en pareille occasion, notamment les visas d'entrée en Afrique du Sud, les titres de voyage, et j'en passe de meilleurs. Mais une dizaine de jours après, comme nous avons constaté que tout ceci était resté lettre morte, en dépit de la promesse ferme des organisateurs de pouvoir y répondre, nous sommes empressés de signifier aux organisateurs la situation d'impossibilité dans laquelle nous nous trouvions de pouvoir nous déplacer. Mais également, nous avons fait un communiqué à l'attention de l'opinion nationale, internationale, pour donner les raisons pour lesquelles les délégués de notre groupement devaient s'absenter de cette réunion importante. Ça, c'est jusqu'hier. Et ce matin, notre groupement s'est réuni en bureau politique trop tôt le matin pour évaluer la situation et a résolu de pouvoir donner mandat à l'un de nos cadres qui séjourne à Johannesburg en ce moment dans les cadres d'une mission privée. Nous leur avons donné carrément le mandat de nous représenter à cette réunion en vue de ne pas pouvoir faire la politique de la chaise vide aux assises de cette importance. Et donc, vous aurez de nos nouvelles après la réunion. C'était Franklin Chamala, secrétaire du LGD de Matata Ponyo, qui répondait à nos questions. La gratuité de l'enseignement de base instaurée par le gouvernement il y a quelques années commence à être monnayée par le rebelle dans les territoires occupés. Le régime l'a dénoncé hier mardi lors d'un briefing spécial à Kinshasa sur l'évolution de la situation sécuritaire au pays. Le ministre de l'Intérieur a affirmé que les forces d'occupation RDF, AFC 23 imposent aux parents d'élèves le paiement des frais de scolarité dans les écoles publiques en violation de principes constitutionnels
constitutionnelle de gratuité de l'enseignement de base. Nous avons vécu en début de cette semaine la rentrée scolaire. C'est l'occasion de signaler que malheureusement nos enfants qui sont sur les territoires occupés ne bénéficient pas de la gratuité de l'enseignement. Ce qui aurait un impact considérable sur le système éducatif national. Et le jour où la paix sera consolidée, lorsque nous allons travailler sur la restauration de l'autorité de l'État, ça fera partie aussi des questions majeures que le gouvernement devra prendre en charge. L'Union européenne réitère son soutien aux populations du Nord Kivu victimes de la guerre d'agression. Son représentant dans la région du Grand Lac l'a exprimé au gouverneur de province. Johan Borgstam est en visite de travail au Nord Kivu pour évaluer les besoins humanitaires dans cette partie du pays. Il a rencontré à Beni le général-major Évariste Somo, propos recueillis par Martial Bendelo. Je viens d'échanger avec monsieur le gouverneur et son équipe sur la situation actuelle au nord de Kivu, ici sur place. Et j'ai insisté sur le fait que cette visite, c'est aussi surtout une manière pour l'Union européenne de montrer sa solidarité avec les autorités légitimes de Nord Kivu. Ça a aussi été une opportunité pour moi de mieux comprendre les défis, surtout les défis humanitaires auxquels doit faire face la population de Nord Kivu au quotidien. Et j'ai aussi pu échanger avec le gouverneur sur le soutien de l'Union européenne dans les différents volets humanitaires. Et cela s'inscrit aussi dans la stratégie de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Et notre volonté de continuer notre travail pour soutenir une région des Grands Lacs caractérisée par paix, prospérité et stabilité. De nouvelles armes et munitions ont été déposées par les éléments de la CRP Zaïre alliée du M23 à la suite de la pression militaire exercée sur cette rébellion. Au village Nizi, en territoire de Djougou, ces miliciens ont remis ces matériels suite à l'appel du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Lubuya. Cette énième remise d'armes a été faite par les porte-paroles de ces mouvements à Nizi. Nous sommes en territoire d'Ndjougou. Nous avons 11 armes AK-47 et 7 chargeurs vides que nous avons remis. Si tu sais que tu étais l'un des éléments de l'autodéfense axe Nizi, partout où tu te retrouves, viens déposer ton arme. C'est une occasion de profiter de cette grâce qu'on nous a accordée. Vous n'avez plus à faire maintenant avec cette arme. L'armée qui continue à sensibiliser les détenteurs illégaux d'armes reste engagée dans les opérations militaires selon les instructions du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous continuons à sensibiliser les détenteurs illégaux d'armes d'adhérer au processus de désarmement. Les opérations se poursuivent pour tous ceux-là qui continuent à endeuiller nos populations. Donc l'approche militaire va continuer jusqu'au désarmement forcé. Nous appelons également l'engagement communautaire de continuer à sensibiliser tous ces gens et d'autre part, les forces aux armées à accélérer avec les opérations militaires contre tous les détenteurs illégaux d'armes. Et donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, vous devez déposer les armes. Aujourd'hui, les opérations militaires se poursuivent sur l'ensemble de la province de l'Ituri contre les groupes armés hostiles au processus de paix, également sur le littoral du lac Albert, dans la chefferie de Bahema-Banyuagui, où les forces armées restaurent centimètre par centimètre l'autorité de l'État.
Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Jacquemain Chabani, a procédé à l'ouverture de l'atelier consacré aux mécanismes de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales. Ces assises réunissent les bureaux des assemblées provinciales ainsi que les exécutifs provinciaux autour d'un objectif commun, réfléchir sur les causes récurrentes de l'instabilité institutionnelle et formuler des mécanismes concrets de stabilisation en vue de garantir les bons fonctionnements de l'État et de préserver la cohésion nationale. Au cours de ces assises, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a rappelé que les crises persistantes entre assemblées provinciales et gouvernorat, souvent matérialisées par des motions de défiance et des censures, freinent les développements socio-économiques, favorisant la résurgence des conflits communautaires et coutumiers et compromettant la stabilité indispensable à la cohésion nationale. Les motions sont des instruments démocratiques, légitimes, prévus par notre Constitution et nos lois. Leur usage abusif ou systématique entraîne une instabilité chronique, bloque l'action publique et prive nos populations de bénéficier du développement très attendu. Jacquemain Chabani a également insisté sur la nécessité de réfléchir ensemble et de parvenir à un acte d'engagement collectif visant à assurer la stabilité des institutions provinciales sans occulte les sanctions prévues par la Constitution et les lois de la République en cas de fautes graves dûment établies et documentées sur base des contrôles administratifs, financiers et juridictionnels. Au cours de la 44e réunion ordinaire du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, a clairement, encore une fois, exprimé sa volonté de voir les provinces retrouver la stabilité politique indispensable pour exécuter les programmes de développement et contribuer à la cohésion sociale, très indispensable surtout en cette période cruciale et existentielle que traverse notre nation, la République démocratique du Congo. Les travaux de cet atelier se poursuivront ce mercredi 3 septembre et devraient aboutir à des engagements collectifs matérialisés par un chronogramme de mise en œuvre afin d'assurer la stabilité institutionnelle, condition essentielle de la paix et du progrès dans toutes les provinces. En prélude des préparatifs du Conseil des droits de l'homme prévu au mois de décembre prochain, le ministre d'État en charge de la justice a échangé avec le ministre des droits humains et celui des médias et porte-parole du gouvernement. Au menu des échanges, renforcer la collaboration entre différents acteurs impliqués dans la promotion des droits de l'homme et voir dans quelle mesure ils peuvent apporter leur expertise le jour de la célébration. Dans le cadre des préparatifs de la Journée internationale des droits de l'homme qui sera célébrée le 10 décembre prochain, une réunion tripartite a eu lieu entre le ministre d'État en charge de la justice Guillaume Ngefa, ministre des droits humains Samuel Bemba, président de la Commission nationale des droits de l'homme, et Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias. L'objectif de cette rencontre est de discuter des préparatifs en cours pour célébrer cette journée importante et de renforcer la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Les trois parties ont échangé sur les différentes activités prévues pour la journée du 10 décembre, notamment des conférences, des débats, des manifestations et des campagnes de sensibilisation sur les droits de l'homme. Il était question pour nous d'échanger sur notre participation à la session prochaine du Conseil des droits de l'homme, parce que les rapports que j'ai reçus du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme impliquent dans certains aspects le ministère de la Justice et le ministère de la Communication. Donc j'ai estimé important d'échanger avec ces deux membres du gouvernement de manière à ce que je puisse avoir les éléments venant de leur secteur, et d'ailleurs nous allons impliquer d'autres membres du gouvernement dans la préparation de la dite session. Pour le ministre des Droits humains Samuel Bemba, la Commission nationale des droits de l'homme travaillait étroitement avec le gouvernement et les organisations de la société civile pour garantir que les préparatifs soient de haute qualité et répondent
aux attentes de la population. Cette rencontre tripartite est un signe encourageant de la volonté des autorités congolaises de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Et ces préparatifs en cours aboutiront à une célébration réussie de la Journée internationale des droits de l'homme, espèrent les experts. Condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, se voit également frappé d'une peine complémentaire de 5 ans d'inéligibilité. Sur des images amateurs prises par des voisins, on voit Constant Mutamba en jogging, babouche et masque prendre place à bord d'un blindé de l'armée, arrivé en même temps qu'un important escadron militaire qui a dispersé la foule de militants quelques heures plus tôt. À son arrivée à la Cour de cassation, avec le même sens du spectacle, l'ancien ministre de la Justice salue le poing en l'air quelques avocats et journalistes qui ont exceptionnellement pu assister à cette dernière audience dans la salle. Le condamne à 3 ans de travaux forcés. Prononce en outre contre lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. Comme il le redoutait et répétait lui-même à plusieurs reprises tout au long du procès, la Cour de cassation l'a condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement. Il est aussi prononcé contre lui l'interdiction pour 5 ans après exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, interdiction d'accès aux fonctions publiques, privation du droit à la libération conditionnelle et à la réhabilitation, restitution des 19 millions de dollars américains. À sa sortie d'audience, le condamné a été escorté au commissariat provincial par le chef de la police en attendant la notification de sa condamnation qui devrait intervenir dans 10 jours. Pour le moment, Constant Mutamba reste sous mandat de dépôt signé la veille par le procureur Firmin Vendée, l'assignant entre autres à résidence surveillée. Engagé pour guérir la justice malade, Constant Mutamba, qui a concouru comme candidat président de la République face à Tshisekedi en 2023, a connu une lune de miel mémorable dans le gouvernement avant de tomber sous le coup d'une suspicion de détournement des fonds alloués aux victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Le condamné a toujours plaidé son innocence, accusant la classe politique et le système judiciaire de vouloir se débarrasser d'un élément gênant et révolutionnaire, un discours qui lui a valu beaucoup de succès auprès des jeunes durant tout le procès. Pendant le prononcé de sa peine, quelques pillards ont dévalisé des magasins profitant du chaos causé par quelques protestataires. Polémique autour du verdict dans le dossier Constant Mutamba. L'ancien ministre de la Justice devrait purger ses 3 ans de travaux forcés dans une villa dans la capitale Kinshasa, renseignent plusieurs sources. Mais que peut-on attendre de l'assignation à résidence surveillée et dans quelles conditions doit vivre le concerné? Tentative de réponse avec Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. La résidence surveillée n'est envisagée par la loi que comme une manière de traiter en détention préventive des hautes personnalités comme les députés et les ministres. Mais lorsqu'il s'agit d'une peine, on ne peut plus parler de résidence surveillée. Bien plus. La résidence surveillée, c'est quoi? C'est qu'en dehors de la prison officielle, on garde les condamnés quelque part, dans une maison choisie par le ministère public, qui peut être sa propre maison ou une autre maison, mais qui est une maison gardée par les agents pénitentiaires, qui est gardée par la police, qui est gardée par tous les services de sécurité, parce qu'à ce moment-là, on doit tout mettre en œuvre pour que le condamné ne puisse pas fuir. Vous voyez? Et en conséquence, c'est très coûteux, très coûteux pour le condamné. Parce que celui qui doit nourrir la garde, celui qui doit donner la ration à la garde, celui qui doit tout faire pour la garde, parce que cette mise à résidence surveillée devient comme ça demande. Donc, c'est du domaine du sentimental et peut-être du domaine de la politique, mais pas le domaine de droit. Il n'y a pas l'alternative de résidence surveillée à l'exécution de la peine de travaux forcés. Ce qu'il faut retenir exactement, c'est que condamné aux travaux forcés à 3 ans, il ne reste qu'au ministère public de signer les documents pour l'amener à la prison. Malheureusement,
c'est pour aller y passer du temps comme s'il était condamné à la service pénale, alors que la modalité d'exécution de cette peine devait être déterminée par une ordonnance qui, depuis 52 ans, cette ordonnance n'a jamais été prise. Et la commission de réforme du droit congolais, le Parlement et toutes les instances qui doivent nous proposer de nouvelles lois ou de réformes ne se sont jamais penchés sur cette disposition-là pour que l'ordonnance soit prise ou pour que cette disposition-là soit un peu modifiée. En international, le président chinois Xi Jinping s'exprimant avant un défilé militaire marquant les 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale ce mercredi a déclaré que l'humanité doit désormais choisir entre la paix et la guerre, entre le dialogue et la confrontation. Xi Jinping a commencé son bref discours en rendant hommage aux victimes de la guerre et en appelant à l'éradication des racines de la guerre afin d'éviter que l'histoire ne se répète. En sport, la sortie médiatique du secrétaire général de la CAF a rejeté en bloc toutes les élections organisées au Cercle, Entente et Ligue provinciale ne pas passer inaperçue. Dans un point de presse organisé, l'association des dirigeants des clubs de football du Congo a condamné avec véhémence les propos du secrétaire général de la CAF. On l'écoute. C'est un réveil tardif qui vaut son pesant d'or. Devant la presse, l'association des dirigeants de clubs du Congo vient exprimer son ras-le-bol sur la situation générale du football en RDC. Il est grand temps que nous nous mettons tous debout pour effectivement montrer au niveau des autorités de la FIFA et CAF, parce que nous pensons qu'il y a quelqu'un qui est en train de manœuvrer, qui est en train de donner des fausses informations pour que le Congo ne retrouve pas son développement dans le football. Donc il est grand temps que nous essayons de nous mettre tous ensemble et démontrer et parler, avoir une voix qui porte pour qu'au niveau de la FIFA, qu'ils comprennent, non, il y a un problème. C'est-à-dire les informations qui nous arrivent, ce n'est pas réellement ces informations. Ensemble avec les dirigeants des ligues, ils dénoncent cette manipulation au niveau de la CAF qui discrédite la gestion du football et en même temps annonce une rencontre des vérités avec documents à l'appui pour montrer que le football congolais est véritablement pris en otage. On a fait confiance à la CAF parce que c'est une instance internationale du football qui a désigné des animateurs sous la forme de Connor, qui avait une seule mission, normaliser et organiser les élections. Nous tous, nous avons suivi passivement, parce qu'on a fait confiance. Les clubs n'ont pas voulu être les acteurs du football qui étaient contre la normalisation ou contre la bonne marche du secteur du football. Nous nous sommes tus de report en report un comité incompétent. Parce que quand vous avez une mission de normaliser et d'organiser les élections, au bout du délai, vous n'arrivez pas à le faire, on prolonge le mandat, on reprolonge encore, c'est-à-dire on fait perdurer l'incompétence. Avant le Connor, je ne pense pas qu'on ait connu des situations pareilles. S'agissant des interclubs de la CAF, l'imbroglio créé n'est qu'une conséquence. Le mal est plus profond et il est temps de prendre les choses en main. Le rendez-vous est donc pris ce jeudi à 12 h au stade de Martyr pour une journée de réflexion qui aboutira à une mise au point. Place au rappel des titres. Ouverture ce mercredi à Johannesburg de la conférence sur la paix et la sécurité. Le gouvernement congolais a décliné l'offre de l'ancien président sud-africain, mais certains opposants, dont Kabound et les cadres du parti de Matata Ponyo, n'ont pas pu voyager faute de visa. La gratuité de l'enseignement de base instaurée par le gouvernement il y a quelques années commence à être monnayée par le rebelle dans les territoires occupés dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, alerte le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Le président chinois Xi Jinping s'exprimant avant un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale a déclaré que l'humanité doit désormais choisir entre la paix et la guerre, entre le dialogue et la confrontation.
Restez avec nous, la revue de presse est dans un instant. Et c'est avec Nathan Diamoté que nous allons fêter quelques journaux parus ce mercredi, lire aussi des sites d'information. Bonjour Nathan. Bonjour Bédrine. On ouvre votre revue avec ce sujet. La Cour a finalement dit les droits dans le dossier de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Exactement, Bédrine Kenge, condamné pour détournement de fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani dans la province de la Chopo. Constant Moutamba voit sa carrière politique suspendue. C'est ce que rapporte justement le journal Info 27 qui précise que 3 ans des travaux forcés et l'obligation de restituer ces 19 millions de dollars américains sanctionnent justement l'ancien ministre de la Justice. Et bien, le portail précise en même temps que la Cour de cassation a également prononcé 5 ans d'interdiction d'exercer le droit de vote et d'éligibilité ainsi que l'accès à toute fonction publique, tandis que la privation du droit à la libération conditionnelle complète la peine. La presse en ligne Wise.cd pointe sur sa une. RDC, au-delà de 3 ans de travaux forcés, Moutamba est frappé de tout un chapelet de condamnations. Eh bien, Bédrine Kenge, alors qu'il caressait petit à petit ses ambitions politiques, de briguer la magistrature suprême, Moutamba va devoir mettre un peu d'eau dans le vin en exécutant justement les peines de la justice, bien que lourdes pour lui, mais satisfaisant pour la justice congolaise. Eh bien, un verdict qui fait débat, d'après le journal Les Potentiels, qui fait savoir que cette condamnation jugée clémente par certains observateurs au regard du montant présumé détourné pourrait susciter, pourrait susciter de nouvelles réactions dans le prochain jour, tandis que tant dans les milieux politiques que dans la société civile. Les avocats de Constant Moutamba cités dans les pages intérieures du journal Les Quotidiens estiment que la Cour n'a dit le bon droit et surtout n'a pas aussi pris en compte d'autres éléments soulevés dans ce dossier et qui étaient liés aux petites erreurs administratives en matière de passation de marchés publics qui ne pouvaient pas jouer sensiblement en défaveur de Constant Moutamba. Mais par contre, le média en ligne FNTV note que la nouvelle société civile congolaise a d'ailleurs salué la condamnation de l'ancien ministre de la Justice. Elle considère que cette décision comme un signal fort dans la lutte contre la corruption et l'impunité, tout en rappelant que la justice doit demeurer impartiale et indépendante. Autre chose dans cette affaire, Bédrine Kenge, c'est justement cette caricature que nous partage Média. Nous lisons rapidement sur son mur: Constant Moutamba, ex-ministre de la Justice condamné à 3 ans des travaux forcés dans une affaire de détournement. Là, vous voyez, en cellule, fort malheureusement, il ne se retrouve pas dans la prison centrale de Makala. Il dit: mec, regarde les détenus qu'on nous amène aujourd'hui. Tu le reconnais, n'est-ce pas? Et ben, l'autre réplique dit: ben oui, c'est lui qui nous promettait la peine de mort. Il nous disait de faire nos dernières prières. Et Constant qui répond: salut le copain. C'est ceci pour nous rappeler, au fait, lorsque Constant Moutamba avait fait de la peine de mort son cheval de bataille pour tous les délinquants. Et bien, Bédrine Kenge, Congo Nouveau, de son côté, rappelle que tout au long du procès, Constant Moutamba a clamé son innocence. Ce verdict est rendu dans un climat tendu dans la nuit du lundi à mardi. Vers 3 heures du matin, la police a dispersé les partisans de Constant Moutamba qui s'étaient rassemblés devant sa résidence à Kinshasa pour manifester leur soutien. Et à l'issue de cette audience, souligne les phares, l'ancien ministre de la Justice a été acheminé sous bonne escorte policière au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa avant d'être conduit à une résidence surveillée où, laisse-t-on à entendre, il pourra purger les peines prononcées contre lui, sauf changement des dernières minutes. Bédrine Kenge nous informe cette fois le journaliste Jean-David Kilolo sur son compte Facebook. L'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba devrait justement passer ses 3 ans de travaux forcés dans une luxueuse villa dans la capitale Kinshasa, dans cette résidence surveillée appelée Villa de la Promenade. Il aura droit aux visites, aux déplacements intérieurs, à une piscine et à une vie normale. Tout sera pris en charge par l'État congolais.
Merci Nathan, et on va prendre ce dernier sujet, dialogue entre le principal partie prenante à la crise dans l'est de la RDC, l'opposition congolaise, grande absente de 6 assises initiées par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, constate les médias parus ce matin. Exactement, Bédrine Kenge, l'absence de 2 opposants congolais au dialogue proposé par la fondation Thabo Mbeki, vous l'avez d'ailleurs dit tout au long de votre journal, fait couler beaucoup d'encre dans la presse parue ce mercredi. D'abord, le parti LG22, Matata Pognon, ancien premier ministre, absent à cette initiative de paix faute de visa. C'est le titre qu'on retrouve justement là à la une d'Opinion Info. Eh ben, Bédrine, c'est dans un communiqué publié hier, parvenu à ce média. Le parti indique avoir reçu le 18 août dernier une invitation adressée à Matata Pognon pour prendre part à ces assises accompagnées d'une délégation, mais malgré la transmission de noms des délégués à la fondation Thabo Mbeki, ceux-ci n'ont pas obtenu le visa et titre des voyages nécessaires. Étoile News écrit sur sa une: RDC, Martin Fayoulou décline l'invitation de la fondation Thabo Mbeki et appelle à soutenir le dialogue national inclusif. Pour l'opposant congolais, le manque de clarté entourant la rencontre, évoquant l'absence d'informations précises sur les participants, les thématiques, l'agenda des panels et les dispositions protocolaires. Martin Fayoulou rappelle que la République démocratique du Congo dispose déjà d'un processus de dialogue inclusif piloté par les autorités religieuses du pays avec le soutien d'une majorité de la population. Pendant ces temps, selon le média en ligne Wise.cd qui écrit sur sa une conférence internationale sur la paix en RDC, Jean-Marc Kabound, les dindons de la farce. Après le refus de son visa, le président du parti Alliance pour les changements sort de son silence et dénonce selon lui le manie du régime Tshisekedi. Il dit, je cite, refuser un visa à un opposant sur demande du gouvernement de son pays est une violation de droits humains. Kabound accuse l'Afrique du Sud d'avoir cédé à la pression de Félix Tshisekedi, s'écartant ainsi de l'héritage de Mandela. Merci Nathan pour cette sélection. C'est moi qui vous remercie, Bédrine. C'en est complètement fini avec ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.